Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Pourquoi et comment développer une démarche d'éco-conception? Donc voilà, c'est on va dire le dernier webinaire éco-conception de l'année déjà. Voilà, en tout cas, on est très heureux de vous rejoindre de manière numérique donc sur ce webinaire organisé par la Chambre de commerce et industrie Grand Est, l'ADEME et la région Grand Est, donc Climaction. Donc ce webinaire, il va particulièrement vous intéresser si dans votre entreprise, voilà, vous réfléchissez sur comment engager une démarche d'éco-conception. Et donc vous allez le voir avec donc ces deux témoignages d'entreprise, vous allez forcément apprendre des choses intéressantes pour développer votre démarche d'éco-conception. Ou alors vous êtes vous-même dans une démarche, vous êtes déjà engagé dans une démarche d'éco-conception et vous avez forcément identifié des questions clés sur lesquelles vous cherchez des réponses et faire du benchmark, regarder des retours d'expérience, c'est vraiment une manière très efficace d'avancer. Alors, pour commencer, nous allons nous présenter. On va tous allumer nos webcams si ça fonctionne. Voilà. Et Anne, je te laisse commencer à te présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc Anne Cristini, chargée de mission à l'ADEME Grand Est, et je m'occupe entre autres de la thématique de l'éco-conception. Bonjour, Laurent Villemin. Je vous présenterai le projet Replace et en expliquant comment nous avons fait par rapport à ce sujet d'éco-conception dans le cadre de ce projet. Bonjour, Laurent Vertemieux. Alors désolé, la webcam ne fonctionne pas. Donc directeur général de fromagerie de la Mex Biogam. Et puis, écoutez, je témoignerai de notre projet Gringo et de sa suite aujourd'hui. Voilà, et je me présente également, donc Ronan Sebilo, donc je suis conseiller entreprise économie circulaire, donc je suis basé à Strasbourg, j'interviens sur le secteur Alsace, mais je suis également référent éco-conception sur le secteur Grand Est, et j'ai également deux collègues qui peuvent également intervenir sur le secteur Lorraine et Champagne-Ardenne. Très bien, alors du coup, j'excuse également Pascal Depré de la région Grand Est qui a un souci technique, qui n'arrive pas à se connecter. Voilà, donc c'est la technique des fois peut nous lâcher. Mais voilà, en tout cas, vous aurez bien ces coordonnées. Avant de commencer, voilà, un rappel, voilà, qu'est-ce qu'on fait donc ADEME Région CCI sur ce sujet de l'éco-conception. Comme je vous le disais, donc c'est déjà le 5e webinaire sur ce sujet cette année, avec voici affiché à l'écran un rappel des précédents webinaires que l'on avait organisés. Donc voilà, à la fois les facteurs clés de succès sur l'éco-conception ou comment piloter sa démarche d'éco-conception avec succès, de l'information donc sur cette opération collective que nous avons lancée la semaine dernière en éco-conception, et puis encore là en octobre un focus sur plus, on va dire, de l'éco-conception sur la partie emballage avec tout ce qui est action de remplacement des emballages plastiques à usage unique. Et donc vous aurez ce support et vous pourrez, si vous n'avez pas vu ces webinaires, regarder les replays. Et puis voilà également, donc comme je vous le disais, une actualité. Donc là, on a lancé donc ADEME Région CCI, donc un format d'opération collective, donc un parcours d'accompagnement collectif sur l'éco-conception, donc avec 11 entreprises. Et déjà, je salue les entreprises qui sont déjà connectées à ce webinaire. Forcément, ça vous intéresse, ces témoignages d'entreprises. Donc voilà, très rapidement, qu'est-ce que l'on a fait cette année en particulier sur l'éco-conception? Alors, donc, pour commencer avec donc, ce premier témoignage, donc Laurent Villemin de Replace. Et avant de commencer, vous avez la chance d'avoir une vidéo de présentation de votre projet réalisée avec l'ADEME et on va la diffuser. Notre activité consiste à développer des business models permettant de valoriser les plastiques multicomposants qui sont actuellement sans solution.
L'enjeu était de mettre en place un premier démonstrateur permettant de prouver le concept qui consiste à transformer ces plastiques multicomposants dans une logique très locale, c'est-à-dire transformer au plus proche des sources pour des besoins locaux. Donc le process qui consiste à mettre en début de machine des déchets plastiques variés, tubes dentifrice, coiffes de champagne, masques chirurgicaux, est capable de transformer ces déchets directement en produits de bonne qualité, vendables et eux-mêmes recyclables. Sur un projet global de 1,3 million environ pour ce premier démonstrateur, nous avons eu une aide de France Relance par l'intermédiaire de l'ADEME de 500 000 €. Sans cette aide-là, je pense qu'il n'aurait pas existé ou dans un délai beaucoup plus long. Avec le projet Replace, on est fier de répondre à 3 problématiques fortes: la réindustrialisation, l'économie circulaire et les circuits courts. Tout cela en créant de l'emploi avec des structures type entreprise adaptée ou entreprise de réinsertion. On a une empreinte carbone de notre concept qui est très largement plus performante que tous les autres produits utilisés dans la même activité. Oui, Replace est un excellent exemple, puisqu'à partir du traitement des déchets, nous sommes capables de créer des unités de production, d'essaimer ce concept-là à travers la France, l'Europe, créatrice d'emplois, créatrice de marché, tout cela en circuit court. Et voilà donc pour cette présentation de Replace. Alors je vais vous basculer en tant que présentateur. Voilà, et vous pouvez partager votre écran. Vous voyez l'écran? Oui, et donc il n'y a plus qu'à mettre en plein écran. Voilà. Et voilà, super, ça fonctionne. Et donc, Bon. pareil, donc, vous pouvez également poser vos questions dans le chat, vous pouvez les poser au fil de l'eau et on les reprendra à la fin de votre intervention. D'accord. Bon, bonjour à tous. Merci de cette opportunité de parler effectivement de ce projet. Donc, vous avez vu le film qui, je dirais, résume vraiment bien tous les enjeux de ce projet-là. Alors, je vais reprendre quelques points. Donc, effectivement, sur le potentiel du marché de ces, on va dire, matières. Moi, je ne les appelle pas des déchets, mais plutôt des matières qui ont de la capacité, de la qualité. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 10 millions de tonnes de plastique multicomposants complexes qui ne sont aujourd'hui pas valorisés ou simplement du point de vue énergétique, donc ils sont ou enfouis ou incinérés. Et donc, l'objet du projet Replace, qui a commencé maintenant il y a plus de 3 ans, a été d'essayer de développer une solution complémentaire à ce qui existe. Donc, le but n'était pas du tout d'aller concurrencer les choses qui se passent bien dans le traitement de ces matières et de développer un nouveau concept qui consistait à essayer de définir ce fameux business model, à la fois un process performant qui permettait de transformer à des coûts le moindre ces plastiques en pièces qui allaient être donc valorisables, vendables, de qualité, et tout en les laissant recyclables, avec une volonté très très forte qui était exprimée dans le film, c'est-à-dire de limiter le plus possible les kilomètres effectués à la fois par ces matières pour venir dans la zone de transformation et après au niveau des produits qui allaient être fabriqués pour leur commercialisation. De plus, un des points qui était essentiel avec notre partenaire AESA, donc qui est le fabricant qui a transformé en fait notre cahier des charges en une machine de performance et voilà, qui a rendu aussi cette aventure possible, c'était aussi de trouver le bon dimensionnement de la machine. Quand je parle de bon dimensionnement, c'était une machine qui est capable d'avoir une autonomie, qui était capable de ne pas non plus nécessiter de grandes compétences au niveau des opérateurs pour pas avoir des difficultés en termes de recrutement. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est quelque chose qui est réel depuis plusieurs années. Et aussi de rester dans
dans une dimension de machine qui allait être comment dire, suffisamment petite aussi pour pouvoir fonctionner en tarif jaune. Et donc trouver cet équilibre. Voilà. Donc le point, c'était vraiment de trouver l'équilibre entre les flux matières, les kilomètres, la conception de la machine, les produits fabriqués et comment effectivement à travers ce process-là, on allait l'optimiser. Voilà. Alors avant de revenir sur la démarche d'éco-conception, je vais juste vous montrer en fait. Excusez-moi. Je coupe. Je vais juste vous montrer. Alors pourquoi ça ne passe pas? Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, hein, donc cette première unité de production? Donc on est amené à transformer. Alors je vous ai mis quelques exemples de matières premières qui sont aujourd'hui difficilement valorisables dans une boucle circulaire, qui sont transformées aujourd'hui donc dans différents produits. Le premier a été ce que vous avez en bas de l'écran, le Tutofi, qui est une pièce qui permet de l'accompagnement de la croissance des vignes dans les premières années. Donc aujourd'hui, on a cette première unité de production basée en Marne, près de Reims, hein, récupère donc des flux de matière qui sont, on va dire, allez, en moyenne dans un périmètre inférieur à 100 km, les transforme pour une commercialisation principalement dans les vignobles du Champagne. Donc on a cette approche circuit court qui est extrêmement importante. Et c'est un produit qui a été validé, qu'on peut récupérer, rebroyer et retransformer par ce même process pour en faire les mêmes produits ou d'autres produits. Alors, pourquoi on a fait une démarche d'éco-conception? C'est parce que, en fait, assez rapidement, on a voulu quand même vérifier, confronter en fait notre vision, notre cahier des charges à cette démarche-là, avec plusieurs questions, hein, qui étaient de dire comment optimiser en fait, quelle est la meilleure taille en fait de process. Est-ce qu'il vaut mieux une machine très grosse à 400 km? Est-ce qu'il vaut mieux une machine plus petite mais plus proche? En termes de consommation aussi d'énergie et d'impact, est-ce qu'il vaut mieux avoir une machine qui va faire 500, 600 kg/h ou qui va faire que 50 ou 100 kg/h? Enfin, on avait plein de questions en disant, mais quelle va être, les premières questions étaient ça, quels vont être le bon dimensionnement de l'unité de production, à la fois dans la conception de la machine, hein, dans son impact elle-même, hein, dans le cycle de vie complet de son utilisation sur plusieurs années, sur 10-20 ans. Voilà, donc il y avait toutes ces questions-là déjà sur la machine elle-même et son utilisation globale. Après, il y avait les autres questions concernant le produit. Alors, en plus de l'éco-conception, c'était aussi mesurer réellement son impact de ce produit-là, quel impact il allait avoir, aussi comparé à d'autres outils, et aussi par rapport aux premiers échantillons qu'on avait pu faire sur des lignes, on va dire laboratoires, hein, pour valider les concepts, de regarder dans la conception de la ligne industrielle, quels étaient les critères les plus importants qui intervenaient sur ces impacts globaux, pour qu'on puisse dès le début essayer d'être au plus près possible de la cible qui allait apporter plus d'avantages, même si on sait que voilà, une fois qu'on se lance là-dedans, en fait c'est une démarche qui est reprise régulièrement et qui permet d'améliorer comme toute autre démarche de progrès. Voilà. Donc c'était les enjeux initiaux. Alors justement, donc c'est vrai que en effet, ces démarches d'éco-conception, c'est vraiment intéressant, mais une difficulté, c'est que ce sont des démarches globales et des fois on peut se perdre. Alors justement, si on revient un petit peu sur cette articulation, pourquoi avoir une démarche d'éco-conception, et puis après basculer sur le comment, si on peut revenir sur le pourquoi. Finalement, pourquoi utiliser, pourquoi développer cette activité? Parce qu'aujourd'hui, si je veux faire des piquets en plastique, il y a de la matière vierge. Si je regarde, si je fais mon SWOT pour développer mon activité d'entreprise, aller vers des matières plastiques recyclées, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant ou évident a priori. Alors du coup, pourquoi cette démarche d'éco-conception? Alors bon, premier point, c'était, il va être lié à mon passé déjà, hein, parce que j'ai travaillé pendant très très longtemps dans l'industrie de l'emballage, et cette démarche d'éco-conception, c'est quelque chose qui était
on va dire, déjà présente dans mon ADN, de dire systématiquement, avant de lancer des produits sur les marchés, il y a une volonté de mieux le connaître, hein, de mieux connaître à la fois le marché, le potentiel, mais aussi surtout quel est l'impact du produit qu'on va fabriquer, non pas simplement dans sa fabrication, mais dans l'ensemble de son cycle de vie, jusqu'à sa revalorisation fin de vie et dans sa possibilité de faire. Donc déjà, je dirais, il y avait un terreau propice à aller dans cette démarche-là. Donc c'est vrai qu'effectivement, tout naturellement, première étape, c'est de se dire, si je veux pouvoir optimiser, comprendre et avoir comprendre ce que je pouvais faire sur ce process-là, c'est l'outil qui, pour moi, a été tout naturel à utiliser. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et je dirais aussi, je pense, hein, c'est mon avis, que ça va devenir de plus en plus incontournable parce que quelque part, c'est une démarche qui est effectivement très complexe, qui effectivement, je dirais en plus dans ce projet-là, comme avant, j'étais dans un grand groupe et on le faisait, et toute une équipe qui développait. Et, en fait, je participais pas à l'ensemble. Là, j'ai eu la chance de participer à toute la démarche depuis le tout début jusqu'à vraiment les résultats finaux et de voir toutes les étapes. Effectivement, c'est finalement même plus complexe que ce que je pensais, mais je ne regrette pas du tout d'avoir été dans toutes les étapes parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses et derrière, presque d'avoir des réflexes presque naturels en fait en fonction en face de situations et de cas. Et ça va, voilà, moi je suis convaincu que ça va devenir un outil incontournable dans le développement de tout produit, qu'il soit effectivement machine, produit comment dire, à commercialiser et autres. C'est extrêmement puissant. On voit qu'il y a encore des choses, comment on appelle ça, des parties qui vont progresser, qui vont être améliorées. Hein, c'est une certitude. Mais c'est un outil extrêmement puissant. Donc nous, pour faire ça, on s'est rapproché d'une société qui est aussi basée près de l'endroit où on fabrique, qui s'appelle Amulis, hein, qui nous a accompagnés à la fois dans la modélisation, dans les analyses, et on en a profité pour former l'ensemble de l'équipe. Hein, pour l'instant, c'est une petite société, mais on a quand même formé l'ensemble de l'équipe de A à Z sur cette démarche pour que ça devienne voilà, vraiment l'ADN de la société pour faire ça. Voilà. Donc, et le pourquoi, c'était tout simplement parce qu'à partir du moment où vous développez ça, de la même façon que vous faites dans le passé, on parlait d'AMDEC, de FMIA, on parlait d'analyse de risque sur les machines, sur les produits. L'évolution aujourd'hui de l'industrie, l'évolution de ces besoins-là rend nécessaire et effectivement, je dirais, presque obligatoire et naturel de se lancer dans cette démarche-là dans le cadre de développement de nouveaux produits, de nouveaux concepts. Alors je vois sur l'illustration, c'est à gauche, c'est une coiffe de bouteille, c'est ça? Ouais, coiffe de champagne. D'accord. Et donc par exemple, donc en effet, entreprise avec qui on a travaillé récemment, c'est Sparflex, hein, avec qui vous collaborez, il me semble. Donc là, en effet, c'est vrai que c'est intéressant. Donc là, finalement, Sparflex travaille sur l'éco-conception de ces coiffes. Et finalement, vous dites, bah, moi, je suis en capacité aujourd'hui de traiter ce type de produit qui pourtant a un complexe aluminium-plastique. Tout à fait. Donc c'est ça. Et effectivement, ce qui nous a vraiment intéressé aussi dans cette démarche avec Sparflex, c'est que ça allait en plus complètement dans le sens de ce qu'on veut, de ce pourquoi on veut faire la promotion avec Replace, c'est de dire donc ils ont des refus de production, hein, donc qui ne sont plus utilisables dans leur process, qu'on peut récupérer, avec lequel on va reproduire donc ces fameux tutofies. Et ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est que les tutofies sont revalorisés et sont, on va dire, commercialisés dans le champagne. Donc, dans l'activité aussi de Sparflex. C'est-à-dire que ces refus de production qui sont créés dans une production qui a vocation d'être effectivement aussi vendue dans le champagne, on en fait d'autres produits. Alors, on pourrait dire moins nobles, moins visuels, mais qui ont tout à fait aussi leur utilité dans l'ensemble du flux et d'ensemble dans le cycle de vie de l'activité du champagne. Alors justement, donc après sur le comment, alors finalement moi je regarde ça, je me dis bah donc des piquets plastiques pour les vignes, mais bah, il y a du plastic bashing, le plastique ce n'est pas bien. Est-ce que c'est réellement intéressant au niveau environnement? Donc c'est là du coup bah, on va retrouver les outils d'éco-conception. Alors donc du coup vous avez travaillé sur ce sujet avec Amulis? Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on a fait, je vais vous montrer quelques résultats derrière. Donc on a
on a vraiment fait les 3 étapes qu'on vient de dire. Donc d'abord, on a travaillé sur le dimensionnement du process. Hein. Donc comme je vous dis, dans les étapes, on avait d'abord fait une ligne laboratoire, on va dire, pour valider les temps de cycle, les concepts. Et avant de lancer de façon industrielle la ligne industrielle avec sa capacité, son impact, sa consommation d'énergie, etc., on a fait cette première analyse, déjà de mesurer quel était l'impact de la production de la ligne sur l'ensemble de la vie de ce qu'on allait produire dessus, basé sur ce produit du toffee. Et on avait aussi dimensionné l'impact en fonction de cette capacité, en termes d'utilisation de mètres carrés, d'énergie, d'utilisation de métal, de cuivre, de composants électriques et autres, pour regarder quel était, on va dire, un dimensionnement optimisé par rapport à ces critères-là en termes de machines. En gros, dans l'industrie, souvent, on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux 2, 3, 4 petites machines, hein, entre guillemets, ou est-ce qu'il vaut mieux une machine géante? Je pense le trait, hein, mais c'est un peu ça. En gros, est-ce qu'il vaut mieux une centrale nucléaire ou 30 ou 50 éoliennes? C'est un peu ce type de réflexion en disant, par rapport à notre modèle qui veut prôner aussi, c'est le process qui va venir s'installer au plus proche des sources de matières premières, de déchets, quel va être le bon dimensionnement. Donc, on a fait cette étape-là et on a dimensionné, on est arrivé à une conclusion par rapport à cette démarche-là qui a permis de valider pour ces premières générations de machines quels allaient être son dimensionnement, hein, que vous voyez là, et sa capacité à l'heure, journalière et mensuelle de production. Et c'était effectivement pas super naturel au début de faire ça, mais ça a été extrêmement utile parce qu'en même temps, ça a permis de se poser des questions sur la façon dont on concevait la machine, donc dans la façon dont on faisait aussi les solutions pour les étapes intermédiaires. Voilà, donc ça a généré beaucoup de questions. Et c'est peut-être aussi un constat là-dessus, c'est que cette démarche-là n'est pas simplement une démarche de fait. Hein. C'est pas on met des faits puis on a un résultat. Dans toute cette démarche-là, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de questionnements. Et ça permet à toutes les équipes de prendre du recul aussi, de se poser des questions et de trouver des solutions. Voilà. Donc c'est aussi un outil qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la conception, hein, tout simplement. Voilà. Et effectivement, après, il y avait aussi dans le produit, quel déjà était le minimum quelles étaient les spécifications pour répondre aux besoins de l'utilisateur, hein, donc du client. Mais après, il y avait des questions sur du coup, une fois qu'on a le minimum, quels sont les différents produits que je vais mélanger dedans, quels vont être leur impact de ces différents produits, hein, c'est-à-dire quel est le cycle de vie, qu'est-ce que j'évite le fait d'utiliser un masque, qu'est-ce que j'évite du fait d'utiliser une coiffe, à quel pourcentage je peux les mettre par rapport aux caractéristiques, quelle est la dimension que je vais faire sur le produit, et puis bien sûr mesurer son impact dans sa globalité. Donc on a fait ça. Alors hop, ça, bon, je vais vous montrer. Donc là, j'ai juste posé quelques exemples. Hein. Voilà. Alors oui, je me suis permis de mettre ça parce que ça, c'est vraiment intéressant. C'était une révélation pour moi aussi de dire là, on a l'impact de notre process avec le mix énergétique français et le mix énergétique allemand. Et c'est là qu'on comprend mieux toutes les discussions qu'il y a en ce moment sur ces sujets-là. C'est assez parlant. Et puis on avait fait aussi, alors bon, c'est juste un truc en interne, hein, en faisant l'analyse, on a identifié sur notre produit, hein, qui est celui du milieu, si on est sur la partie changement climatique, quels étaient les différents impacts en fonction donc fabrication de la machine, le flux des matières pour venir jusqu'à la machine, le flux des produits pour aller jusque dans les distributeurs, l'impact des différentes matières premières qu'on mettait dedans, qui sont des déchets, mais quand même quels étaient leurs impacts, ce qui a permis aussi en zoomant ces parties-là de regarder quelles étaient les parties les plus impactantes sur ces critères, même si on voit que c'est quand même nettement positif par rapport aux autres produits, soit même des produits naturels, voire des mêmes produits en plastique vierge. Hein, donc par rapport à votre question sur quel était l'intérêt de le faire en plastique recyclé par rapport au plastique vierge, là vous avez la réponse. Je pense qu'elle est suffisamment marquante. Et donc les barres les plus hautes, donc c'est Acacia, c'est ça? Non, alors ça c'est l'Acacia, et principalement parce qu'il vient de très loin. Alors, il fait beaucoup de kilomètres parce qu'il vient de Hongrie. Ça c'est notre produit, et ça c'est ce même produit qui serait fait avec du plastique vierge.
donc de la résine vierge. Voilà. Et donc, je dirais que c'est super parce que là, vous avez, c'est vrai que déjà quand on regarde votre activité, vous avez déjà un process qui a l'air déjà miraculeux parce que déjà, voilà, vous dites vous êtes en capacité de traiter des plastiques et aujourd'hui, il n'y a pas, enfin voilà, on connaît pas forcément d'autres technologies que la vôtre qui peuvent faire ce type de valorisation. Mais du coup, vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous dites oui, mais je ne me contente pas de pouvoir dire je peux fournir à mes clients des produits recyclés. Vous allez jusqu'au bout en disant est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction? Et question, est-ce que si finalement les résultats avaient été par rapport au dimensionnement de la machine, avaient été plutôt de dire non, il faut plutôt avoir une grosse machine plutôt que 4, voilà, vous auriez été aussi en capacité de dire ok, du coup on va revoir le dimensionnement pour faire grossir la machine? Alors peut-être que là on aurait eu un petit souci de trésorerie pour faire trop gros, mais la réponse est oui. Clairement, la réponse est oui. On se serait reposé la question pour vérifier ce qu'il fallait mettre exactement. J'avais quand même une contrainte que j'ai mis en critère destructif. Je voulais pas que la première machine consomme plus que le tarif jaune pour pouvoir effectivement garder la possibilité d'implémenter facilement des unités agiles sans être obligé de passer par des opérations qui nécessitaient la génération de transformateurs à l'extérieur. Enfin, à la fois, c'est des coûts et en même temps beaucoup de démarches. Et donc, ce qui était super intéressant dans la démarche aussi, alors même si je considérais que j'avais un certain nombre de notions, en fait, je me suis rendu compte en faisant la démarche dans le détail que je n'avais touché que 10% en fait, de toute la complexité autour de ça. Et ça a permis aussi de se rendre compte et de forcer souvent quand on est excusez-moi, moi j'ai une formation d'ingénieur et je me catégorise quand même effectivement vraiment comme plutôt dans la partie technique. On est très obnubilé par la partie technique, par le produit, sa conception en lui-même. Mais quand on regarde cette démarche-là, on se rend compte que tout l'écosystème autour, on a parlé des transports, on a parlé de l'impact de l'énergie, du mix énergétique, effectivement des flux, des consommables, de la machine, entre autres. Et on se rend compte en faisant ça que c'est pas négligeable, ça a des impacts. Et c'est vrai que ça permet, quand vous avez cette culture ingénieur et dès que vous voyez un produit sortir d'une machine, vous êtes content. Voilà, de se rendre compte que c'est pas suffisant, c'est plus suffisant aujourd'hui, c'est plus assez, et qu'il faut pour pouvoir bien prendre en compte cette partie-là, prendre ce recul et avoir cette vue d'ensemble. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'était extrêmement instructif. Et en sortant de là, une fois qu'on a fini toute la démarche avec Amulis, moi, la remarque que je me suis fait, je me dis demain, enfin, je veux dire, de la même façon que quand on fait un projet, on fait des calculs de payback de l'investissement, on fait des audits de qualité, on fait des analyses de risque, on fait des AMDEC. Je me suis dit, ça deviendra ça, de plus en plus, ça devient incontournable, ça va devenir vraiment l'outil dans le futur qui sera incontournable, quel que soit le projet. Ok, super. Alors, il est déjà 9h30, on arrive sur la fin, oui. Ouais, juste un dernier point, donc je veux dire, ça c'est pour finir. On a même, on a vu dans cette démarche-là, immédiatement aussi, on a dit, tiens, par rapport au premier jet, la première spec des produits, on a retravaillé sur identifier les priorités, quels étaient les impacts les plus forts. Et en fait, voilà, vous avez la première étape de première boucle d'éco-conception, c'est le produit initial, et c'est le produit aujourd'hui sur lequel on a travaillé sur tous les critères, et notamment sur les flux de matière, les distances, les compositions. Pour optimiser, on a aujourd'hui déjà fait une première boucle où l'impact que vous avez là a déjà été diminué, où on a travaillé sur le process. Voilà. Et donc, comme je dis, ça sera réitératif et on continuera à faire cette démarche-là régulièrement. Voilà. Super. Et alors, dernier point, c'est voilà, quel conseil vous donneriez par rapport à votre expérience à une entreprise qui veut se lancer dans l'éco-conception et également une particularité, donc là, c'est que là, vous avez fait appel à des compétences externes avec une consultante. Et pour une entreprise qui veut se lancer, qui va aussi vouloir faire appel à des compétences externes pour avancer plus vite sur le sujet, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour que ça se passe le mieux? Bon, bien sûr, c'est effectivement c'est de choisir un partenaire pour le faire, sauf s'il y a les compétences en interne, mais si elles ne sont pas, il n'y a pas trop de choix, d'en profiter pour faire une formation. Ce qu'on a fait nous, on a été effectivement plus aidé par Climaction, qui a financé une partie de la démarche.
Et donc, en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un cahier des charges précis de ce qu'on voulait et on a dû consulter plusieurs acteurs. Et en fait, cette consultation, pour moi, a été extrêmement instructive parce que ça m'a aidé aussi à préciser mon besoin. Et donc, après, on a fait le choix d'un partenaire pour le faire. Donc, ça, c'est mon premier conseil, c'est de ne pas hésiter à prendre quelqu'un pour vous aider dessus et puis choisir en fonction voilà, plutôt aussi d'une connexion avec l'accompagnateur. Mon deuxième conseil, c'est vraiment d'essayer de mettre un maximum de personnes dans la démarche parce que c'est extrêmement intéressant, hein, donc cette partie formation qui permet de prendre de la hauteur et de comprendre comment ça fonctionne. Et ça crée vraiment beaucoup d'échanges. Et donc, ça ne doit pas être, réservé au bureau d'études ou à celui qui s'occupe justement de toute la partie environnement, cycle de vie des produits. Essayez de mettre un maximum de personnes de tout service parce que ça englobe vraiment tout. Voilà. Donc, c'est mes deux principaux conseils. En plus de le faire, bien entendu. Ah oui, c'est super. Bah, merci pour ce partage d'expérience et on va passer alors soit à une phase de questions-réponses très rapide, mais là a priori je ne vois pas de questions dans la partie chat. En tout cas voilà, si des questions vous reviennent, vous pourrez les poser quand même. Et on va pouvoir passer sans tarder donc au deuxième témoignage. Alors du coup, on ne passe pas du coq à l'âne puisque on voit qu'avec Replace, vous êtes en capacité de traiter notamment des produits issus de packaging agroalimentaire. Et du coup, on va passer à donc, la fromagerie de la Mex avec vous, Monsieur Laurent Berthemieux. Donc du coup, là, pour nous parler de votre expérience, alors cette fois-ci avec un format différent. Donc autant avec Replace, c'était un projet fait en autonomie avec l'intervention d'une consultante et une aide Climaction. Là, vous avez travaillé sur l'éco-conception avec un programme ADEME qui s'appelle Gringo. Oui, bonjour, m'entendez Oui, très bien, on vous entend bien. Ouais. Et puis puis on voit bien l'écran, votre écran. Voilà, il ouais. n'y a plus qu'à mettre en plein écran Ouais. la présentation et tout fonctionnera bien. Attendez, hop. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. Alors voilà. Ok, super, c'est bien affiché. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais vous partager un petit peu notre expérience sur l'éco-conception, finalement, comment on y est venu. Donc, en deux mots, vous parlez de l'entreprise, comment on est venu à l'éco-conception, comment on a plongé dans effectivement l'appel à projet Gringo, quels ont été nos enseignements, et puis finalement, une brève conclusion. Donc, juste brièvement, Fromagerie de la Mex Biogam, donc l'entreprise a été créée en 1975, elle est issue de la conversion à l'agriculture biologique d'une exploitation agricole en Lorraine, donc située dans le sud 54, dans le Lunévillois. Et donc, ce qui fait de nous un acteur historique de la filière laitière bio Lorraine et même je dirais, des réseaux spécialisés bio. Alors aujourd'hui, quand on a fait le projet, effectivement, on était 46 employés, donc répartis sur 2 sites. Rayon, le site de production, et Château-Salin, un site de commercialisation. On transforme à peu près 9 millions de litres de lait bio par an, ce qui fait de nous vraiment un tout petit acteur de la transformation laitière. Néanmoins, notre particularité, c'est effectivement de pouvoir transformer ce lait en une gamme de produits assez vaste et assez, je dirais, assez particulière, puisqu'on fait du lait stérilisé, on fait des produits frais, on fait des fromages à pâte molle, des fromages à pâte pressée non cuite et des fromages à pâte pressée cuite. Donc c'est une gamme très étendue et je dirais qui nous rend assez spécifique. Alors nos marchés jusqu'à présent étaient quasiment uniquement les réseaux spécialistes et les grossistes spécialisés dans les produits issus de l'agriculture biologique. Hein, donc les noms des réseaux, peut-être que ça vous parle, des gens comme Biocop, La Vie Claire, Naturalia, et puis il y a un certain nombre on va dire, de magasins indépendants.
Également les RHF, donc la restauration hors foyer, qui concerne tout ce qui est cantine scolaire, hôpitaux. Et puis on va dire certains industriels qui effectivement utilisent des produits type crème, beurre, même lait, pardon, dans leurs produits. C'est le cas des traiteurs, des boulangeries, pâtisseries, des glaciers. Voilà. Donc l'an dernier, on a fait un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros. Alors, notre intérêt pour les conceptions, finalement, alors effectivement, je suis parti un petit peu de l'analyse SWOT, puisque finalement, c'était un bon point de départ. Ça nous remet, on va dire, finalement 3-4 ans en arrière, où à l'époque, on avait, en termes de force, je vous l'ai dit, c'était qu'on était un acteur historique dans la bio. On a une gamme étendue de produits, de procédés. On a quand même une certaine confiance de nos partenaires. Par contre, on se retrouvait quand même avec finalement une image un peu vieillissante. Hein. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs dans la bio, notamment des jeunes pousses, comme on dit. On avait quand même malgré tout des ressources, des moyens limités, et un outil qui commençait à être désuet. Alors par contre, les opportunités chez nous, c'est quoi? C'est la matière disponible, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une région où le lait bio est disponible, étant même à partir dans d'autres régions de France pour être transformé. On est quand même sur un marché en croissance, même si aujourd'hui, il y a un petit ralentissement, un plateau, enfin, mais quand même, aujourd'hui, les perspectives de ce marché et de la consommation en produits bio sont quand même plutôt orientées à la croissance qu'à la décroissance. Les lois Egalim, hein, il y a eu un premier jet de loi Egalim qui a obligé en RHF l'utilisation, enfin, en tous les cas, de produits d'agriculture biologique. Donc ça, c'était aussi également un élément important. Par contre, de l'autre côté, effectivement, on a quand même, on sent que la pression des consommateurs par rapport à l'environnement, vous avez évoqué tout à l'heure, par exemple, par rapport à l'utilisation du plastique, notamment dans tout ce qui est produits alimentaires, est quand même très forte, de plus en plus forte, de plus en plus virale. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi des compétitions accrues, des nouveaux entrants, des jeunes pousses, mais aussi, on va dire, les industriels, entre guillemets, conventionnels, c'est-à-dire en fait ceux qui ne sont pas spécialistes du bio, qui effectivement sont quand même attirés par ce marché qui est en croissance, alors que, on va dire, les produits issus de l'agriculture conventionnelle ont plutôt tendance à stagner, voire diminuer. Et puis des incertitudes sur les débouchés de certains coproduits de nos fabrications. Donc tout ça, ça nous a amené à finalement se poser un certain nombre de questions, notamment sur lorsqu'on a voulu développer des nouveaux produits. Hein. Et donc les questions, voilà, c'est des choses aussi simples que quel choix on doit faire. Donc pour développer de nouveaux produits, aujourd'hui on utilise du plastique. Est-ce qu'on doit utiliser du carton? Une grosse problématique quand même qui est dans tout cela qui n'est pas notre métier de base, hein, c'est pas c'est distinguer le vrai du faux. Est-ce que le verre est vraiment moins impactant que le plastique, par exemple? Oui, non. Quand on commence effectivement, comme l'a dit M. Villemain, à regarder on va dire l'ensemble de la photographie globale et qu'on commence à prendre de la hauteur, les problématiques de transport, les problématiques de consommation d'énergie commencent à également être de plus en plus loin de notre point d'utilisation, et c'est pas toujours évident de distinguer le vrai du faux. L'autre problématique, c'est effectivement comment évaluer l'impact environnemental. Certains on va parler en bilan de CO2, mais il y en a d'autres il y a d'autres impacts qui sont particulièrement importants, notamment dans les acteurs parmi les acteurs de l'agriculture biologique. Hein. On parle beaucoup de diversité aujourd'hui, on a parlé de santé avec tout ce qui est effectivement les impacts sur la santé humaine, mais aussi le bien-être animal. Les changements climatiques, bien sûr, voilà, la pollution des eaux. Donc, on a, voilà, en fonction de chacun de notre regard, de notre contexte, de notre environnement, voire de notre culture et passé, on a effectivement
une vision des impacts environnementaux un peu différente. Un des éléments importants pour nous, c'était quels seront les critères de Citeo dans le futur. Citeo qui, pour nous, en fait, c'est à Citeo qu'on verse la taxe éco-emballage. Et en fait, tous les ans, il y a des critères qui apparaissent, qui sont un peu nouveaux, avec des systèmes de bonus, malus, qui peuvent être quand même assez significatifs. Et voilà, on va dire d'une année à l'autre, il peut y avoir des changements. Alors, peut-être qui semblent anodins ou à la marge, mais qui ne le sont pas du tout. Quand est-ce qu'on considère qu'un matériau est monomatériau? Quand est-ce qu'il est considéré recyclable? Quand les filières sont suffisamment mûres? Oui, non. Tout ça, ça présente quand même pas mal de changements qui font que quand on doit faire des projets de développement, quand on doit se projeter à moyen terme, mettre un certain nombre d'incertitudes, la perception des consommateurs dans les prochaines années. Voilà, on l'a vu très récemment. Tout d'un coup, avec le Covid, il y a eu beaucoup de phrases, de choses dites. Finalement, bon, on va voir quels sont effectivement les changements et leur pérennité. Mais on parle beaucoup de tri, de réemploi. Oui, par contre, quand on voit autour de nous, le tri, ça semble déjà assez difficile à des fois être respecté et être fait, alors que des infrastructures existent. Le réemploi, jusqu'à quand ou quand pourra-t-on vraiment parler de réemploi? Bref, et un dernier point qui est effectivement, alors nous, on est finalement effectivement, on fait que des produits issus de l'agriculture biologique depuis notre naissance. Et aujourd'hui, on se rend compte que comment on peut valoriser justement les vertus de l'agriculture biologique par rapport à la conventionnelle. Il y a un certain nombre de pratiques culturelles qui aujourd'hui ont des impacts positifs et qui ne sont pas forcément mesurés ou facilement mesurables en tous les cas. Donc, tout ça nous a amené, alors peut-être pas à l'époque avec autant de questions, je dirais l'intérêt d'un projet, c'est aussi tout le cheminement et toute la matière que ça nous amène. Mais effectivement, on avait candidaté au projet, enfin à l'appel à projet Gringo, puisque l'ADEME nous permettait effectivement découvrir l'éco-conception, découvrir la démarche d'analyse du cycle de vie, de nous faire aider par des spécialistes de l'éco-conception et de l'analyse de cycle de vie. Et puis on a continué également à être, je dirais, accompagné par la GRIA qui nous avait aidé sur la partie produits et procédés. En fait, je dirais très simplement, l'appel à projet, il était né d'un travail qu'on avait fait sur la valorisation de coproduits dans de nouveaux produits. L'idée, elle était assez simple. Alors, les bénéfices, c'était effectivement qu'on réduisait nos rejets polluants. L'inconvénient, c'est qu'a priori, le procédé qu'on allait mettre en place consommait de l'énergie. Quelque part, la question, c'est oui, est-ce que ça en vaut la peine finalement? Est-ce que le bilan plus, moins est suffisamment intéressant? Et l'idée, c'était qu'effectivement, ce projet Gringo, l'analyse du cycle de vie, nous aide à répondre à cette question. Alors, je vous ai dit un long chemin, oui, c'est vrai, parce que finalement, tout ce travail a commencé, on va dire, à peu près en 2016. Il y avait en 2019, donc on a déposé notre dossier. Alors naturellement, il y a eu la pandémie qui nous a pas facilité la tâche. On a rendu un rapport intermédiaire en milieu d'année 2020. Et aujourd'hui, on est toujours en train de travailler sur la mise en œuvre du plan d'action qui rejoint également un projet de développement de nouveaux sites que nous avons et qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même vraiment plutôt dans la phase étude technique du procédé. Et qu'en tous les cas, je dirais la partie Gringo, analyse ACV a été complétée. On va en revenir,
en venir tout de suite dessus, nous a apporté un certain nombre de réponses, nous a beaucoup fait progresser, et puis effectivement nous amène à voir que non, c'est pas fini, on n'a pas posé la dernière pierre. Alors, les enseignements pour nous, on a appris quoi? Alors déjà, on a appris qu'on pouvait le faire. C'est simple, enfin c'est peut-être bateau, mais quand on est une structure de 30-40 personnes, les ressources, on est tous quand même pas forcément compétents, connaissants. On a toujours beaucoup de choses à faire. Et se prouver l'ACV, c'est une grosse. L'éco-conception, c'est une grosse montagne, un gros tas de sable, et on n'a pas forcément l'énergie pour taper dedans. Bon, effectivement, le projet Gringo nous a montré que accompagner, finalement, on pouvait le faire, et que ça en valait la peine, et qu'on avait appris beaucoup de choses derrière. La démarche, elle a quand même validé objectivement des intuitions, des hypothèses qu'on avait dans notre projet. Ça semblait peut-être bateau de dire ah bah si on diminue nos rejets, on va forcément avoir un impact positif. Mais comme je vous l'ai dit, d'un autre côté, on consomme de l'énergie. Est-ce que la balance est toujours positive? Oui, non. On s'est rendu compte qu'avec de la pratique, on pourrait l'appliquer régulièrement, c'est-à-dire dans chacun de nos projets de nouveaux produits de développement. Alors peut-être pas, on va dire, l'utilisation des outils ACV tels que, ça je pense que effectivement, il vaut mieux laisser cela à des experts. Ensuite, ça nous a permis quand même d'intégrer, on va dire, les impacts environnementaux, et du coup de pouvoir mieux anticiper, mieux appréhender les demandes clients, les attentes des consommateurs, et puis de savoir où est-ce qu'on se positionne, où se positionnent nos produits, finalement ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien, et ce qu'on peut effectivement répondre à des questions. Alors, je dirais dans l'approche, ce qu'on a quand même, on a quand même passé pas mal de temps. Alors, celui Villemain parlait des dimensionnements de machines tout à l'heure. Nous, c'était particulièrement plutôt tout ce qui était définition du périmètre. Le projet qu'on avait touchait effectivement pas toutes les fabrications. Elle touchait un certain nombre de fabrications. Donc, qu'est-ce qui restait à isopérimètre? Quel périmètre de nos process, de nos produits était impacté par notre projet de nouveaux produits? Donc tout ça, effectivement a été assez long, mais très instructif, puisqu'on a vraiment formalisé, structuré tout ça. C'était assez itératif. Bon, on s'est rendu compte qu'il manquait toujours des données, donc à certains moments, faut se dire que oui, l'analyse de l'étude, elle sera pas parfaite, mais en tous les cas, elle permet d'avancer. Et puis, je dirais la dernière étape, le dernier point, là où on en est vraiment aujourd'hui, c'est que oui, on va dire l'éco-conception aujourd'hui, de toute façon, elle va faire partie de nos processus décisionnels de manière plus ou moins formelle, mais en tous les cas, elle va être intégrée dedans. C'est vrai pour le développement des produits, mais c'est également vrai pour les investissements, les opérations. Je dirais aujourd'hui, on en est qu'effectivement, on a touché un petit peu du doigt certaines limites de l'ACV concernant, on va dire, notre industrie, la problématique de l'activité agricole. Bon, notamment le fait que la base de données Agribalise, qui est utilisée pour mesurer les impacts, soit pas complètement, on va dire, soit mise à jour, soit pertinente. Je dirais, peu importe les mots qu'on utilise, mais en tous les cas, elle montre des limites à ce niveau-là, et qu'effectivement, un certain nombre d'impacts positifs ou on va dire de compensation même, qui sont liés à l'agriculture biologique, ne sont malheureusement pas mis en évidence par la CV. Donc ça fait partie effectivement des éléments sur lesquels on se dit les outils, les approches, les méthodes doivent encore progresser, mais en tous les cas, on ne doit absolument pas non plus remettre en cause ce qu'on a fait et ce que ça a pu nous apprendre. Alors, je dirais finalement, le point vraiment intéressant, c'est qu'on a appris tout ça, on a fait ce projet, et finalement, ça nous, alors, je dis, ça nous donne un coup d'avance,
Oui, en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que je dirais notre industrie, hein, l'industrie alimentaire, mais je crois que c'est le cas de l'industrie textile aussi, se retrouve aujourd'hui rattrapée par la loi AGEC, donc qui date de cette année, hein, de juin 2021, qui oblige l'affichage environnemental des produits. Et donc, il va nous obliger, producteurs, transformateurs, à éco-concevoir et à voire même éco-reconcevoir nos produits existants, parce que un produit qui va être mal noté, aussi bien, et on le voit avec les scorings nutritionnels, qui va être mal noté d'un point de vue impact environnemental, aura forcément une mauvaise image auprès des consommateurs, des clients, et ça va forcément amener à reconcevoir des produits existants. Donc c'est, je dirais, voilà, ça nous a permis un peu d'être à la page finalement, de nous retrouver dans ce qui, dans les problématiques d'affichage environnemental des produits et de participer à certaines expériences aujourd'hui, dont par exemple le Nutri-Score. Alors la conclusion en 2 mots, c'est finalement c'est bon, c'est pas si compliqué. Et puis, bah oui, en tous les cas pour nous, elle s'impose. Donc, il y a 2 options, soit on se l'approprie, soit on la subit. Et on a plutôt choisi de se l'approprier, même si on sait qu'il y a encore du chemin et même si, effectivement, c'est pas toujours facile au quotidien de l'intégrer et de penser à tout ça. Ok, Donc, voilà. super. Et votre projet est vraiment intéressant parce que, en effet, au niveau agroalimentaire, assez souvent, il y a beaucoup de travail qui est fait sur la partie packaging parce que finalement, le packaging, c'est bien, on peut le faire évoluer et ça remet pas en cause le produit, les ingrédients, la recette. Mais là, pour le coup, vous aviez aussi un projet pour faire évoluer votre process de production. Alors du coup, ce fameux process, du coup, vous l'avez pas forcément dévoilé. Alors pourquoi? Parce que est-ce que vous avez peur qu'au niveau du client, du consommateur, ils perçoivent mal cette évolution, il est pas, enfin voilà, ou est-ce que bon derrière c'est par rapport à, je dirais la, la, la protection, je dirais de l'innovation que vous avez développée que vous n'avez pas forcément dévoilé en détail cette amélioration? Oui, alors c'est plutôt, la seconde option, je vous Ok. rassure, le projet reste vertueux quand même. On n'a pas de mauvaises choses à cacher, mais effectivement, on est toujours en cours, donc on est plutôt vraiment sur le côté comment on l'industrialise, comment on le rend concret, et comment effectivement on peut avoir ouais, alors un côté économie circulaire, si vous voulez, propre à nos processus de fabrication finalement, hein. C'est-à-dire comment vraiment une partie de ce qui est un rejet ou un coproduit plutôt devient demain une matière première qu'on peut retravailler et qu'on peut réutiliser. Ouais. Donc Parce oui, que le projet c'est voilà, pourquoi je on est disais toujours ça, en c'est pas. cours, donc voilà à la fois on espère quand même que ça va aboutir parce que c'est quand même pas non plus si évident que ça en termes de procédés et puis justement d'investissement. Hein, et puis oui, et puis voilà. Par Oh, nature, on reste prudent. On va ouais. pas vendre la peau de l'ours avant de. D'accord, donc ça vraiment c'est comment dire, la phase de développement du projet. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que voilà, développer un produit ou un service éco-conçu, ça peut générer des gains directs pour l'entreprise, mais c'est aussi intéressant quand ça peut être combiné à ça va générer de la valeur ajoutée auprès du client. Voilà, par exemple avec Replace, voilà, demain peut-être Sparflex, ça permet à Sparflex de raconter une histoire en disant on a une démarche d'éco-conception, nos rebuts, on a trouvé quelqu'un pour les valoriser et ça fait des piquets de vigne et ça va comment dire, dans les vignes des clients chez qui on vend nos coiffes de champagne. Voilà, c'est une belle histoire derrière, c'est ok, Sparflex, j'ai envie de travailler encore plus avec eux. Replace aussi, et c'est vrai que ça vraiment, c'est vraiment intéressant pour l'entreprise parce que là, du coup, vraiment, vous marquez des points en termes de valeur ajoutée auprès des clients. Et deuxième question, est-ce que aussi, du coup, pour la partie packaging, est-ce que ça vous a amené
comment dire, à faire évoluer certains packaging ou des nouveaux produits. Et là, vous vous dites, bah, voilà, vous parliez du verre. Est-ce que là, vous avez aussi des choses qui vont bouger au niveau packaging? Alors oui, voilà, on travaille sur d'autres choses, alors qui sont pas, qui aujourd'hui sont pas complètement en lien avec ce que je viens de vous présenter avec Gringo, mais c'est clair que effectivement on est à un moment où sur nos investissements, sur nos produits, on va devoir évoluer et être, je dirais, oui, à la fois plus innovant, oui, que ce qu'on est. Et l'innovation, particulièrement sur nos marchés, hein, c'est qui reste quand même très critique vis-à-vis des impacts environnementaux. C'est justement d'avoir une approche suffisamment globale. Alors au niveau du process, c'était l'objet plutôt de Gringo. Mais aussi au niveau des emballages et au niveau de toutes des problématiques non seulement de recyclage, mais de réemploi. On voit que ça se développe énormément. En tous les cas, il y a beaucoup de projets à ce niveau-là. Et puis, de l'économie circulaire dans le sens où, effectivement, si un certain nombre de choses peuvent être valorisées, on va dire localement, dans un rayon où on limite tout ce qui est transport et où on génère de la valeur ajoutée et de l'emploi, hein, sur les territoires, forcément l'impact est positif. Super, bah voilà, vraiment, ça montre également, encore une fois, qu'on a parlé d'éco-conception, mais c'est bien une démarche globale, avec économie circulaire, des focus sur la partie packaging, du procédé. Super, bah vraiment merci pour votre présentation très intéressante. Alors il est déjà 10 heures, moi je vous propose de rester encore ensemble 5 minutes, puisque l'objectif à la fin c'était aussi de vous rappeler aussi les grandes lignes au niveau des dispositifs d'aide ADEME et Région Grand Est. Voilà, parce que c'est aussi ça qui peut vous intéresser. Et donc là, je vais laisser la parole donc à Anne Christini de l'ADEME. Oui, merci Renan, et puis merci à nos deux intervenants. C'est super enthousiasmant de voir des entreprises engagées et qui ont une vraie réflexion sur leurs impacts environnementaux. Alors, Renan, est-ce que tu me confirmes qu'on voit mon écran? Oui, mais voilà, en mode Ok, et la plein super. écran, très bien. Je vais essayer d'être très rapide parce qu'en fait, voilà, je vois qu'on est en retard. Donc, Pascal Després s'excuse encore, il était censé être là aujourd'hui, mais il n'a pas pu se connecter. Donc, c'est mon homologue à la région Grand Est qui est chargé de mission économie circulaire. Donc voilà, sachez que dans le cadre du plan de relance, il y a vraiment une enveloppe budgétaire importante qui est dédiée à l'éco-conception. Et donc, l'ADEME peut vous proposer des aides financières un peu à tous les stades de votre projet et de la chaîne de valeur de votre produit, en partant de la recherche-développement et en passant par les études de diagnostic et d'accompagnement à la mise en œuvre et jusqu'aux investissements. Et donc, dans le Grand Est, pardon, dans le cadre du programme Climaction, ça peut être soit la région Grand Est, soit l'ADEME qui finance ces projets. Donc très rapidement, le premier dispositif dont je voulais vous parler, c'est l'appel à projet Perfecto, qui est actuellement ouvert et qui devrait rester ouvert jusqu'à fin février 2022 et qui vous intéressera si vous êtes dans une phase de recherche et développement de votre produit et que vous cherchez à en améliorer la performance environnementale. Ensuite, il y a le dispositif Tremplin. Et nouveauté cette année très importante, c'est que avant ce n'était pas ouvert aux grandes entreprises. Et donc, a priori, Perfecto, maintenant, est ouvert aux grandes entreprises. Oui, exactement. Donc, évolution intéressante. Ensuite, le dispositif Tremplin qui est uniquement ouvert aux TPE-PME pour le coup, donc pas de grandes entreprises, et qui s'adresse à vous plutôt si vous n'avez pas encore vraiment d'expérience sur le sujet de l'éco-conception et que vous avez envie de vous sensibiliser un peu à ces enjeux, d'avoir des premières pistes d'action sur l'éco-conception. Normalement c'est un dépôt de dossier simplifié avec un traitement accéléré et Tremplin et ouvert du coup jusqu'à la fin de l'année et aussi sur l'année 2022.
Et donc là, vous avez un peu des précisions sur les actions éco-conception accessibles à tremplin. Donc voilà, premier pas, éco-conception. Vous avez aussi possibilité de vous faire financer la mise en œuvre de l'affichage environnemental, la vérification externe de l'affichage environnemental, la mise en œuvre de l'écolabel européen et la certification écolabel européen. Ensuite, là, on passe sur les dispositifs un peu plus courants de l'ADEME, mais si vous souhaitez faire un diagnostic éco-conception avec une analyse de cycle de vie et voilà, sur la base multicritères, en prenant en compte tous les critères environnementaux, vous avez là les différents taux d'aide qui peuvent s'appliquer à vous selon la taille de votre entreprise. Si vous souhaitez, après votre diagnostic, passer une étape d'imaginer des solutions, de générer des idées créatives pour développer votre produit suite aux pistes d'action qui ont pu être mises en lumière dans le diagnostic, on peut aussi vous accompagner donc à cette démarche de mise en œuvre d'éco-conception. Et enfin, si ces études ont mis en lumière un besoin d'investissement, on peut aussi vous aider sur l'investissement, sachant qu'il faut qu'il y ait des bénéfices environnementaux avérés de vos investissements et voilà que nous, l'ADEME, on finance uniquement, on finance pas l'augmentation de la production ou le développement économique. Donc, c'est uniquement l'assiette éligible, ce sera uniquement les bénéfices liés à l'environnement qui pourront être pris en compte. Donc par exemple, le projet d'investissement de fromagerie de la Mex pourrait peut-être, on va dire, rentrer dans ce cas de figure, enfin à étudier. Tout à fait, sachant que voilà, c'est un peu du cas par cas pour les investissements et que le taux est variable selon la nature de l'investissement aussi, mais ça pourrait tout à fait rentrer dans ce cadre-là. D'accord, écoutez, c'est intéressant. Voilà. Voilà, merci pour votre attention et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez soit me contacter moi, soit contacter mon homologue Pascal Després à la région et évidemment Renan qui maîtrise aussi très bien ces sujets. Voilà, ou en effet Christelle Richy pour Lorraine, ou Louis Fierce, secteur Champagne-Ardenne. Sachant que voilà, donc au niveau CC, on est là pour travailler avec vous, entreprise, en amont de votre projet. Et à un moment donné, si votre projet est vraiment suffisamment mature, bah là, vous pouvez enclencher des discussions plus approfondies avec l'ADEME. Et puis bah, si vraiment votre projet va jusqu'au bout, bah là, vous allez jusqu'à, on va dire, le dépôt de dossier de demande auprès de l'ADEME ou de la région. Et donc voilà. Super, bah voilà, en tout cas, on est un petit peu en retard, mais pas non plus énormément. Il est 10h05. On vous remercie pour votre participation. Un dernier élément, mais vous le verrez dans les supports de présentation que l'on vous transmettra, c'est voilà, ces deux témoignages d'entreprise, vous l'avez vu, ça part vraiment sur la globalité de l'entreprise. C'est intéressant de les regarder à nouveau avec, en effet, bah, merci Monsieur Berthomieux, avec cette analyse SWOT. Qu'est-ce qui fait au niveau de la stratégie d'entreprise qu'il est intéressant ou pas d'aller engager une démarche d'éco-conception? Et dans la deuxième question, comment y aller? Vous verrez dans le support, bah, vous pouvez aussi utiliser des outils comme la roue de l'éco-conception et qui permet, je vous le partage juste à l'instant, de tout de suite balayer, je dirais, l'ensemble des actions possibles dans une démarche d'éco-conception qui est une démarche globale. Voilà, là je l'ai fait très rapidement en écoutant l'intervention de Replace. Qu'est-ce qui fait dans votre entreprise par rapport à votre projet? C'est quoi les axes d'éco-conception? Et c'est ça finalement ce sur quoi vous allez travailler tout au long du projet. Donc voilà, deux outils vraiment très intéressants à utiliser dans vos démarches. Voilà, en tout cas, bah, on vous remercie pour pour ces échanges. Dernier point, on compte sur vous pour répondre au questionnaire de satisfaction, voire même de nous répondre par mail sur bah, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez comme amélioration sur ces webinaires, notamment sur cette partie partage d'expérience. Donc on va travailler sur les prochains webinaires pour l'année prochaine. Donnez-nous vos retours, vos appréciations, ça nous aidera à améliorer encore plus ces webinaires. Très bien. Eh bien, on vous remercie tous pour ces échanges et puis on vous dit à très bientôt. Je regarde juste s'il y a peut-être des questions. Non, vous n'avez pas de questions à traiter. Très bien. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.